Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur les antennes de E-Télé. Trois partis politiques et une personnalité politique se réclamant de l'opposition béninoise ont mis en place ce mercredi 13 janvier 2021 le Front pour la restauration de la démocratie. Et donc, c'est l'intitulé de cette nouvelle coalition de l'opposition béninoise. Cette mise en place est assortie, bien évidemment, de 9 exigences, entre autres l'application immédiate des arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, dialogue inclusif de tous les acteurs de la vie politique. En tout cas, on va pouvoir décortiquer tout ceci avec mes invités. Je reçois pour vous notre consultant politique à E-Télé Agapit, Napoléon Maforican. Bonsoir. Bonsoir Omiad, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Merci pour la disponibilité. Vous n'êtes pas seul ce soir. Elle est constante, pas du tout. Tout à fait. Voilà. François-Xavier Noumo, il est chroniqueur. Bonsoir. Bonsoir Omiad, bonsoir à tous ceux qui nous suivent ici et ailleurs. Voilà. Avant de parler de cette coalition de l'opposition que nous avons vue aujourd'hui, nous allons parler un peu de ce qu'on pourrait ou ce qu'on constate 72 heures après donc la sortie de l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Théodore Ollot, qui se prononçait bien évidemment suite à la décision de la Cour constitutionnelle par rapport au recours sur le parrainage et sur l'abrogation du mandat présidentiel. Agapit, Napoléon Maforican, un camp plat après 72 heures après? Non, pas vraiment, pas vraiment. Pour moi, c'est des actions concertées comme on a l'habitude d'en voir un peu à la veille des élections. Ça vient un peu de partout. Donc, la sortie du professeur Ollot n'a pas été anodine. Ça a été une sortie préparée. Je vous l'ai déjà dit. Vous trouvez que c'est préparé? Absolument. Pour moi, c'est pas anodin. Ça ne se passe jamais de manière anodine. Et pour qu'une icône comme professeur Théodore Ollot se décide à dire tant de choses aussi de la manière aussi brute et péremptoire, pour ne pas dire magistrale, il a bien fallu une préparation. Donc, il a été approché par radio. Nous savons comment ça se passe, Romuald. Oui. Donc, c'est comme ça. Donc, depuis un temps, vous l'avez vu, on a commencé d'abord par parler donc du parrainage. Après, on parle de prolongation du mandat du chef de l'État. Après, après, il y a une série de décisions de la Cour africaine des droits de l'homme. Et puis après, vous voyez que tout ça, rien n'est en ces matières-là innocent. Donc, à la sortie du professeur Ollot, entre dans cette dynamique, comme ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est-à-dire la création de ce prétendu front de l'opposition, parce que donc tout ça entre dans une dynamique. C'est quoi? C'est bouger un peu. Je pense qu'il y a certains qui ont horreur de la calmie. Quand c'est calme à la veille des élections, ils ont envie de mettre un peu d'ambiance. On a toujours dénoncé, par ailleurs, la non-animation de la vie politique. Ça s'anime quand même. C'est pas de l'animation. Là, ici, il n'anime pas la vie politique. Parce qu'il n'y a pas de débat de fond. Il n'y a aucun débat de fond. Lorsque le professeur a parlé, vous l'avez écouté quoi de fond? Il a dit ce que lui pense, ce qu'est sa théorie, sa doctrine. Il a revendiqué, il a voulu imposer sa doctrine comme la doctrine de l'État. Tout ce qu'il a dit là, rien n'est péremptoire, rien n'est vrai dans l'absolu. Donc du coup, il a voulu vendre sa doctrine. Et tout comme ceux qui se sont retrouvés aujourd'hui, c'est quoi leur question? Quand vous regardez tout ce qu'ils ont demandé là, vous avez entendu l'éducation? Est-ce que vous avez entendu la santé? Est-ce que vous avez parlé qu'ils ont parlé de l'environnement? Est-ce qu'ils ont parlé du développement durable? Ils ne parleront pas de ça, ils ne connaissent pas ça. Avant tout ça, la restauration de la démocratie d'abord. Ils ne connaissent pas ça, ils connaissent que la démocratie, donc ils n'ont que ça. Et demandez-leur ce que ça veut dire, mais ils ne savent pas que c'est de l'état de droit et que ça commence par le respect des lois de la République. Ils ne savent pas ça. Ils vont parler de la démocratie, ils vont parler de tout, mais ils ne savent pas que l'état de droit, c'est le respect de la des institutions. C'est force à la loi, c'est le respect des institutions. C'est être des modèles de citoyens. C'est force aux institutions. Donc, comme je l'ai dit. Donc, alors, ils ne connaissent pas ça. Ils ont créé quoi? Un front? Vous allez voir, c'est à la veille des élections. La question que moi je me pose, j'attends de voir si c'est ce front qui ira aux élections.
Voilà. Le Front pour la restauration de la démocratie, on rappelle quand même ces partis, trois partis politiques, le parti Les Démocrates, le parti Dynamique Unitaire pour la démocratie et le développement, DUD, et puis Grande Solidarité républicaine, ce sont ces trois partis. Et puis nous avons une personnalité politique, le professeur Frédéric Joël Aïvor. Le Front, il y a quand même un point commun. Vous avez entendu les démocrates parler de restauration de la démocratie. Le professeur Joël Frédéric Aïvor également parle de la... Donc il y a quand même un point commun là. Il faut restaurer la démocratie. Oui, juste avant d'aborder cette question et par rapport à ce que vous avez évoqué en début d'émission, il faudrait simplement dire que l'opposition a cherché cette caution intellectuelle pendant des mois et des mois, et je pense que Théodore Ollot est tombé, ce n'est pas fortuit, parce que tout ce qu'il a énuméré comme grief contre la révision de la Constitution, il avait eu largement le temps de le faire. Il y a eu plusieurs colloques scientifiques à la faculté. Le professeur Ollot n'a pas été vraiment aussi tonitruant que dans sa dernière sortie. Donc je pense que l'opposition voulait une figure tutélaire, un quotient intellectuel, et puis on peut dire que le professeur Théodore Ollot, une personne de cette carrière lui a servi la soupe. Je pense qu'il ne faut pas une année pour dire, pour pérorer que voilà, pour la Constitution, on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça. Je pense que même le professeur Aïvor, pendant son temps, là, on ne peut pas lui en tenir grief, avait su donner sa position. Mais ça, c'est pour la sortie du professeur Ollot. Maintenant, pour le front de l'opposition, on va dire un front anti-talon. Mais comme le consultant l'a dit, les populations devraient se poser une question. On est à quelques mois des élections présidentielles. De tout ce qu'on entend, restaurer la démocratie, comme vous dites, mais je pense qu'il y a comme une fuite en avant. Le bilan du président Talon de la République est là. Ce qui intéresse les Béninois au plus haut point, on peut faire le sondage, c'est l'eau, l'électricité, les routes, les infrastructures. Donc il est quand même étonnant que pour des personnalités aussi respectables soient-elles, qu'à quelques encablures des élections présidentielles, nulle part dans ce qu'ils peuvent dire en face de la presse, que l'essentiel ne soit pas là. Parce que l'essentiel, qu'on le veuille ou non, on n'est pas au goulag, on n'est pas en SURSS, chacun va et vient, on est en liberté, on est en démocratie. Il est quand même étonnant qu'à quelques mois, qu'il n'y ait pas d'offres politiques conséquentes, qu'il n'y ait pas d'offres de projets de société, parce que les projets de société, ce n'est pas à une semaine, à 2 semaines qu'on en parlera. Donc c'est ce qui est, je dis, il y a quelques temps, il y avait la résistance, il y avait le front du refus, ça n'a pas prospéré. Aujourd'hui, à quelques mois des présidentielles, on a le front pour la restauration de la démocratie. Donc je pense que le dénominateur commun de ce rassemblement, c'est l'opposition à Patrice Talon, je pense. Mais l'opposition à Patrice Talon, c'est tout à fait légitime. Mais encore faut-il que ça se fasse sur des bases concrètes et qui profitent à tout un chacun de nous. Pour lutter, il faut être unis. Il faut être nombreux. Est-ce que le Front pour la restauration de la démocratie court le risque de la résistance? Non, d'abord, moi, je ne considère pas qu'il peut y avoir un front pour la restauration de la démocratie. Parce que si ce front doit exister, c'est justement ce qu'on doit sensibiliser pour restaurer la démocratie, c'est justement les membres de ce prétendu front. Puis c'est au nom de la démocratie qu'ils font ce qu'ils font là. Front du refus, résistance, c'est au nom de la démocratie. Dans quel pays non démocratique vous allez voir des gens faire tout ce qu'ils sont fait là? Ils sont en défi à la démocratie, comme je le dis. Dans quel pays vous voyez des individus s'imposer à la loi, des individus s'imposer au peuple, des individus s'imposer aux institutions, des individus prennent la place des institutions et deviennent péremptoires. Un individu dit qu'on a violé un article de la Constitution et il en fait un problème. Des individus jugent ce que la Constitution a organisé et que les institutions mettent en orbite. Et là, comme je dis, il y a des éducateurs parmi eux, des professeurs. Donc ceux qui en apprennent à d'autres, je me demande si le chef d'État n'avait pas vraiment raison en disant que l'université forme au bavardage. Moi, je ne sais pas dans quelles conditions il a dit. Mais honnêtement, je ne rentre pas dans sa tête. Mais je me rends compte que si des gens qui vous apprennent quelque chose, eux-mêmes n'arrivent plus à reconnaître ce qu'ils vous ont appris dans ce qui existe, il y a un problème. C'est quoi la démocratie? Comment ça, il n'y a pas à définir? Et comment on peut restaurer une démocratie dans un pays où vous avez la liberté d'aller et de venir? Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous pouvez critiquer le chef de l'État. Vous pouvez critiquer son gouvernement. Vous pouvez même l'injurier.
Vous pouvez mettre en place vous pouvez aller et venir, vous pouvez mettre en place un plan politique et vous dites qu'il faut restaurer quelle démocratie? Alors donc, ils ont commencé par dire, alors la démocratie qu'ils veulent restaurer et ce qu'ils veulent y mettre dedans. Est-ce que leur démocratie, c'est la primauté de l'individu sur les institutions, au point où celui qui détient un suffrage n'a plus de voix, mais c'est plutôt c'est celui qui détient un mandat, celui qui a bénéficié des suffrages populaires. Lui, sa voix ne doit plus passer. C'est plutôt des individus qui n'ont pas pu se faire élire ou qui n'ont même pas été aux élections. C'est eux qui ont voix au chapitre. C'est ça, la démocratie. Ou quoi? Donc, je pense qu'il y a de gros malentendus sur cette question. Et il faudrait que on va pas comprendre ces choses-là nécessairement au sérieux. Mais il faut les dénoncer. Hein? Il faut les dénoncer. Pendant longtemps, on s'en est on s'est contenté de la voix, de la compte. Mais il faut dénoncer. Je ne trouve pas la réponse toujours, disons, directe, hein, n'est pas toujours immédiate. Bon, les cadres politiques de la mouvance avaient promis. Je pense que ce terme voudrait dire qu'on peut valider ça. Or, ce qu'il y a à faire, ce n'est pas la désobéissance à l'État. Ce qu'il y a à faire, c'est l'obéissance au loi qu'on s'est donnée, qui est la liberté. Le contrat social dans lequel nous sommes depuis 90 n'est pas celui-là. C'est pas le déni de l'État, c'est pas le défi à l'État, c'est pas la résistance à l'état de droit, c'est pas ça, c'est pas le reniement de l'état de droit. Ils se sont soumis, par exemple, à l'achat des partis politiques, ils sont reconnus légalement, par exemple. Donc, il y a quand même des efforts qui sont faits. L'achat des partis politiques ne reconnaît pas le regroupement d'individus ou de partis politiques au nom d'un front, par exemple. Ça, c'était pas l'achat des partis politiques, par exemple. Donc, du coup, ce qu'ils ont fait, que des individus se réunissent et prennent et objectent sur le fonctionnement des institutions, il n'y a pas de souci. Mais après, à la veille de l'élection, ils embrouillent le système, ils embrouillent le dispositif, ils créent une situation d'insécurité intellectuelle. Ils voient le jeu, ils essayent donc de dénaturer. Et lorsque vous voyez, quand vous entendez un professeur ou l'autre dire dehors, oui, notre État est un État voyou, parce que là, le chef d'État, le candidat Talon a dit que bon, voilà. Il a juste rappelé que ce n'est pas sain, par rapport à l'image qu'on peut penser du pays. Du coup, alors pour une certaine presse qui adore ce genre de rhétorique et de situation, ah oui, mais voilà, la présidentielle se prépare au Bénin, voilà, les partis de l'opposition réclament plus de démocratie, alors que tout est là, l'opposition a la latitude d'aller, de venir et de faire ce qu'elle doit. Quand l'opposition, ou du moins quand certains partis politiques ont peut-être de la peine à avoir ce qu'il faut pour aller aux élections, c'est-à-dire, vous savez, la question de parrainage, est-ce que le Front ne se retrouve pas à être aujourd'hui quand même une forme de pression pour quand même aller à la compétition? Non, je pense qu'on est toujours dans le même schéma auquel on a eu droit pendant les dernières législatives, il y a plus d'une année. On est dans une sorte de chantage à la paix, parce que ce qui est derrière, ce ne sont pas des doléances, mais ce sont des exigences. Le respect strict du mandat présidentiel, la convocation d'assises nationales. Je pense qu'on est dans le même jeu. Les dernières décisions de la Cour constitutionnelle ont évacué quelque peu les derniers espoirs qui pourraient subvenir par rapport au parrainage notamment. Donc moi j'ai plutôt l'impression qu'on a en face une opposition quelque peu le dos au mur, contrairement à ce qu'ils veulent faire croire, et que ce sont les quelques bribes dont ils peuvent se saisir pour essayer d'exister. Ça passe certainement d'une stratégie, mais je pense qu'on est toujours dans ce vieux schéma, c'est-à-dire faire le chantage à la paix. On ne le dit pas vraiment, on ne le dit pas en ces termes-là, mais on met en face on met en face de la majorité des situations qu'on sait très bien intenables et qu'on ne peut pas assouvir, quitte à peut-être ouvrir la voie à une sorte d'insurrection populaire, ainsi de suite, sous le manteau de la démocratie. Mais comme le consultant le dit, vous trouverez très peu de pays non démocratiques au monde où un parti peut avoir son récépissé tranquillement, se regrouper, dire tout ce qu'il veut, aller
venir et parler même d'élection présidentielle. Donc c'est quelque peu étonnant. Mais pour le reste, je pense que ça participe d'une stratégie du chaos instillée à petite dose. Je pense quand même aussi que les Béninois ne sont pas dupes à cette idée. Depuis, on va dire, octobre, septembre, on est dans des séquences qui se suivent, qui s'alternent, mais il n'en demeure pas moins. Si vous regardez dans le front aujourd'hui, le nouveau venu qui était passé sous Boisseau depuis quelque temps, c'est Valentin Roudé. Bon, on ne sait pas comment il atterrit là. Le professeur Aïvo, avec tout le respect qu'on lui doit, il a parcouru le pays, mais en termes d'offres politiques jusqu'à aujourd'hui, c'est tout à fait illisible. On ne sait pas ce qu'il présente exactement, qu'est-ce qu'il met sur le tapis, qu'est-ce qu'il met sur le... ce n'est pas encore le moment, la campagne électorale est là. Oui, si le seul slogan c'est restaurer la démocratie, vous et moi, demain matin on peut trouver un slogan qui a aussi dans ce sens. Je pense encore une fois que c'est témoigner un peu de mépris aux populations, parce que ce qui est important pour les populations, la grande majorité, pas le microcosme de Cotonou, encore une fois, c'est avoir des dessertes rurales, avoir l'eau potable, avoir une alimentation saine, l'éducation, ainsi de suite. Et pour le moment, encore une fois, je le répète, ces interrogations-là sont quasi inexistantes dans ce à quoi on a pu assister aujourd'hui. Voilà, je voudrais rappeler aux téléspectateurs que vous pouvez intervenir dans cette émission en nous appelant sur le numéro qui va défiler au bas de votre écran. Donc, vous avez la possibilité d'exposer ou du moins de poser vos préoccupations, et nos invités vont pouvoir y répondre. Il y a quand même l'opposition qui a toujours demandé depuis quelque temps l'audit de la liste électorale. Vous savez, dans l'intervention de l'ancien président de la Cour constitutionnelle, le professeur Théodore Olo, il parlait un peu de la constitution du COS-LEPI, ce qui fait que le Bénin se retrouve lors des élections, se retrouve à des moments de fête. L'opposition qui demande aujourd'hui, à travers également ce front, l'audit de la liste électorale. Agapit Napoléon Forocan, c'est important, la liste électorale. C'est d'autant plus important que l'opposition aurait dû y penser au moment où il jouait un peu au chat et à la souris avec le gouvernement, au moment où des députés, dont le premier vice-président de l'Assemblée nationale de l'époque, jouait à un mauvais jeu, membre d'une commission paritaire, signataire de décisions qui devaient nous amener vers des lois dérogatoires pour aller aux élections qu'ils disent inclusives. Il a renié sa signature sous prétexte que son président d'honneur, la base, l'idole, demandait qu'on donne les responsabilités à tout le monde. Et cette idole qui, en son temps, n'avait pas le langage tendre avec les opposants et qui a forcé l'utilisation de la LEPI en 2011 pour aller à la présidentielle, et qui est l'apôtre qui a été proprement élu. Donc, cette formule, quand ça résonne après, quand vous voyez un peu ce que certains disent aujourd'hui, vous vous demandez si on est resté dans le même pays. Si on est resté dans le même pays, le problème c'est qu'il y a certains qui ont la mémoire très 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 courte, pensant que tout le monde souffre d'amnésie dans le pays. On ne peut pas souffrir toute l'amnésie. Ils réclament l'assise nationale. Vous donnez une peu l'histoire de la conférence nationale. Mathieu Kérékou a dit plusieurs fois devant la conférence nationale, si on avait des moyens pour payer les salaires, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Il l'a dit clairement. Les gens pensent que la conférence nationale, là, c'est que bon, voilà, on a tapé la poing, on a tapé la main, on dit tout le monde s'est retrouvé. Non. L'État avait le dos au mur. Il y avait le programme d'ajustement structurel qu'il fallait conclure. Les institutions de Bretton Woods exigeaient un certain nombre de choses, dont le retour des exilés à l'époque. Et il y en avait, des gens étaient condamnés à mort par contumace parce qu'ils étaient soupçonnés de l'agression, enfin d'être les instigateurs de l'agression, entre griffes, armée impérialiste du 16 janvier 1977. Les griffes. Donc, il y avait une situation, des gens qui ont quitté le pays parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le régime politique de l'époque. Donc tous ces gens-là devaient rentrer au pays pour contribuer au développement. Mathieu Kérékou qui avait le dos au mur, la banqueroute totale, rien, le salaire impayé, il attendait le pass, ne pouvait rien faire. Il s'est débarrassé de soutien politique qu'il avait depuis 1972, 1914, et il s'est retrouvé seul là-bas, seul avec son armée. Il fallait bien le peuple. Et donc c'est ça là, c'est là le principe de la conférence nationale. On n'a pas et il l'a rappelé au fur et à mesure que nous n'avons pas convoqué cette conférence nationale pour que vous veniez imposer votre volonté. On est venu
Parce qu'il n'y a pas les moyens. Donc dites-nous où est-ce qu'on va trouver l'argent. Et lorsque le lundi 26, là, le février 90, là, au moment où la commission des affaires financières, avec des Stéphane Soglo comme président, avec des feuilles d'action, les mondes comme rapporteur, et les mondes à chaque voix ronflante un peu, et criait pour dire, ah oui, voilà, on va faire ça, on va faire ça. Parce que quelqu'un s'est invité à l'Assemblée pour dire, mais écoutez, oui, tout ça c'est des projets. Dites-nous, on va trouver l'argent. C'est ça le plus important. C'est facile de dire, on va faire. Si nous on avait l'argent, vous pensez que vous serez ici aujourd'hui? Et il a interpellé M. Fassogou. C'est là qu'il a interpellé, M. Fassogou a été obligé de réagir. Donc, c'est dire que quand les gens parlent aujourd'hui de conférence nationale, ils pensent que comme c'était un dîner de gala, c'était une rencontre bon, festive, ou bien d'agrément, où les gens se sont retrouvés. Non. Tant qu'un régime politique, tant qu'un système tourne, il n'y a pas de conférence nationale. Sauf, ouais, en France, la Constitution a prévu le Congrès. Le Congrès, c'est quand le Sénat et l'Assemblée nationale se retrouvent pour amender la Constitution. Ça ne se retrouve pas tous les jours. Il y a des grands... Pour aller au mariage pour tous, ça dit que pour autoriser qu'un homme se marie avec un homme ou qu'une femme se marie avec un homme, c'est quand même une transformation fondamentale de la société, des valeurs d'un pays comme la France. Mais il ne va pas aller au Congrès. Ça s'est passé. Donc on n'a pas besoin de conférence nationale, d'assises nationales pour dire certaines choses. Le chef de l'État fait une tournée avec la population, et rencontre la population, discute. C'est déjà un débat entre les chefs d'État, des échanges entre les chefs d'État et les populations. Lui, il est élu, lui, il a un mandat. Mais ceux qui demandent le débat national, ils ont quel mandat? Et quand j'entends Boni Yahi le demander, mais quand lui, il avait le mandat, pourquoi il a empêché ça? Il a empêché. On a préparé un truc. J'étais prêt, les gens étaient invités. Je l'avais déjà raconté une fois. J'ai été invité et puis ils ont mis fin à ça. Et ça n'a jamais été réorganisé. Il faut poser la question. Il y en a qui sont encore dans le système aujourd'hui à qui il faut poser la question. Pourquoi la rencontre n'avait pas été organisée? Donc, on ne peut pas laisser ces choses-là. Quand il le dit, c'est comme si c'était beaucoup différent hier. Non, c'est les mêmes choses qui se répètent. Donc, ce dont on parle, c'est des gens qui sont habitués de ce système-là. Donc, ce qu'a dit le professeur Olo par rapport à la Constitution, il devait le savoir. Il doit d'autant plus le savoir qu'à partir du moment où vous n'êtes pas allé aux législatives, vous perdez un positionnement sur beaucoup de choses. Et donc, ça devrait leur faire comprendre que la politique de la chaise vide n'a jamais produit des effets positifs. Et que pendant que vous quittez, d'autres prennent la place et ça va continuer. S'ils se passent leur temps à parlementer et à s'associer et à s'agglutiner sur je ne sais pas quelle valeur ou une démocratie qu'ils doivent apprendre à connaître et à respecter, je pense qu'ils n'iront pas aux élections parce qu'ils n'auront pas le parrainage. Et s'ils n'ont pas le parrainage, ils n'ont pas aux élections. Et l'élection aura lieu de toute façon. L'élection aura lieu. Donc, j'espère qu'ils sont suffisamment convaincus et conscients d'une telle situation. Voilà. Donc, il ne faut pas revenir demain pour dire il faut ci, il faut ça. Donc, le COSLEPI a été consulté régulièrement. Tel que la loi l'a dit, la loi n'a pas été... Aucune loi n'a été prise opportunément. Hein. Le COSLEPI, c'est sur la base des lois anciennes. Et il me semble que c'est même la dernière version du COSLEPI, sur ce schéma-là, puisque les lois ont changé. Donc, le COSLEPI n'est pas créé par le président Talon. C'est une loi de 2015 ou de 2013. Alors, donc, il faut qu'on le comprenne ici. La composition dépend de l'Assemblée nationale. Et si les gens ont refusé d'aller aux élections, certains sont allés. Le peuple a voté. Donc, du coup, il n'y a pas de débat. Est-ce qu'en réalité, pour quand même permettre à la minorité d'avoir peut-être quelques opportunités de se prononcer, quand ils émettent, vous allez permettre, on va recevoir notre téléspectateur. Bonsoir. Cher téléspectateur, bonsoir. Comment vous appelez-vous? Allô? Vous êtes déjà en ligne, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Je crois qu'il a vraiment de difficultés. Monsieur Madaric Jean-Marie. Oui. Allez-y, s'il vous plaît. Et je voudrais intervenir dans le débat. Oui, on vous écoute. Vraiment, si ce soir, ce débat n'existait pas, il fallait le créer. Parce que ça m'a beaucoup fait plaisir. Je revenais du service et je suis tombé dedans. Et ce qui me réjouit, c'est que je suis heureux qu'aujourd'hui, le peuple béninois a compris. Le peuple béninois a compris et ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est comme c'est du folklore.
totalement du folklore. Je ne sais pas ce qui met dans restaurer la démocratie. Si restaurer la démocratie, c'est Mayak État 1, c'est ça la démocratie. Si le bâtiment qui jonge dans les herbes à l'entrée de Porto-Novo, c'est ça la démocratie. Vraiment, ce pays est vraiment, il y a du boulot dans ce pays encore. Mais nous, autres peuples, nous avons compris. C'est les vautours, excusez-moi, les vautours en tant que qui veulent revenir encore aujourd'hui. Bon, on va pas utiliser, heureusement que vous avez dit. Il n'y a plus de poids au Bénin. En tout cas, le peuple béninois est averti. Voilà, vous appelez comment? Ceux qui sont sacrifiés, ils ont déjà été. Mais maintenant, on ne permettra plus à ces vendeurs d'illusions, ceux-là qui n'ont plus rien, ils n'ont plus rien à démontrer au peuple béninois. Ils sont passés à côté, ils prennent le peuple béninois témoin. Quand le peuple béninois prend témoin, c'est leur intérêt particulier, ils cherchent. Ils n'en auront plus, c'est fini ça. Très bien. Comment vous appelez-vous et vous nous appelez d'où? J'appelle de Porto-Novo, dans la ville capitale. La ville capitale aujourd'hui, il fait bon vivre. On circule librement. Il y a les lampadaires un peu partout. J'appelle de capitale. Merci à vous. Hein. On aurait pu connaître votre nom. Ce n'est pas bien grave. Hein. Merci de nous appeler. À bientôt, à très bientôt. Merci. Vous pouvez faire comme donc notre téléspectateur. Vous pouvez nous appeler via le numéro donc, qui s'affiche au bas de votre écran pour intervenir dans cette émission spéciale. On parle un peu de cette sortie. Je crois qu'il y a un autre téléspectateur. Téléspectateur, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Nous allons bien. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Pascal Aounou. Pascal Aounou, vous nous appelez d'où? Ouais. Je vous appelle de Dassa. De Dassa. Quelle est votre préoccupation? Bon, moi je trouve que le débat là n'est pas équilibré. J'aurais voulu qu'on associe à ce débat là quelqu'un qui a un autre point de vue. Et quel est votre point de vue à vous? Tout le respect que je dois à votre consultant. C'est la même chose qui revient tout le temps. Et quand moi je le suis, c'est la même chose. Ça ne change pas. Quel est votre point de vue à vous? Avant qu'hier, je l'ai suivi. Non, je voudrais que le débat soit équilibré. D'accord, c'est bien noté. Et quel est votre point de vue? D'autres sons de cloche. Oui, non, je voudrais que chaque fois quand il fait son débat, il demande qu'on... S'il vous plaît. Il demande souvent qu'il défie quiconque. Et quand on lui envoie des gens, il y a d'autres qui ont des préoccupations. Et quand vous venez, chaque fois c'est la même chose. Ça devient de la rhétorique et puis moi ça me dérange. Moi je suis obligé, j'ai bien envie de vous suivre, mais vraiment, quand il vient là, sincèrement, c'est un dégoût. Je crois que maintenant, vous pouvez aller, si vous avez vraiment une préoccupation, vous pouvez l'exposer. Sinon, vous pouvez nous revenir. Pascal Aounou, qui nous appelle depuis Dassa. Je crois qu'il est parti. Et donc, je voudrais rappeler aux téléspectateurs, vous nous appelez, vous nous donnez votre point de vue, ou bien vous avez des préoccupations, vous les exposez. Bien évidemment, merci tout de même à vous, Pascal Aounou. Bonsoir, chers téléspectateurs. Allô? Bonsoir, vous êtes déjà en ligne. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Allô? Bien évidemment, merci tout de même à vous. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je crois qu'il a
il a de difficultés. Je voudrais rappeler aux téléspectateurs, lorsque vous nous appelez, éloignez-vous de votre poste de récepteur ou vous diminuez carrément le volume de votre poste récepteur. Ça pourra favoriser, faciliter la conversation. Vous pouvez toujours nous appeler pour exposer vos préoccupations. Nous parlons un peu de la mise en place donc, de l'actualité nationale avec la mise en place aujourd'hui, bien évidemment, du Front pour la restauration de la démocratie. Bonsoir, chers téléspectateurs. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir le plateau. Bonsoir. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Moi, c'est Cancer Corneille. Corneille, vous nous appelez d'où? Depuis Jeffa. Très bien. Corneille, quelle est votre préoccupation? Oui, je voulais dire à notre doyen Napoléon, lorsque le professeur Théodore Olo dit certaines choses sur la décision de la Cour d'Ogbenou, et vous niez à cela, et il a été déjà le président de cette Cour, et il sait ce qui se passe là, et vous ne trouvez qu'il a raison d'une part. Merci beaucoup. Merci pour votre question. Notre consultant y répondra, bien évidemment. Merci donc à Corneille, depuis Guefa. Vous pouvez toujours nous appeler. Cette émission se poursuit. Vous pouvez nous appeler donc, et pour exposer votre préoccupation. Le président, le professeur Théodore Olo, c'est un ancien président de la Cour constitutionnelle. Et notre téléspectateur estime que, ayant quand même occupé ce poste pendant des années, vu son expérience, quand il dit quelque chose, est-ce qu'il n'a pas raison? C'est la préoccupation de notre téléspectateur. Il a raison, mais il a sa raison. Il a sa raison, puisqu'il a envie que ce soit sa démarche qui marche. Et dénier aux autres la possibilité d'adopter une autre démarche, c'est ça qu'on n'accepte pas. Parce que ce qu'il dit n'est pas la vérité. Donc, l'ami de Dassa, je suis désolé. Moi, on a ouvert le plateau, c'est déjà pour qu'il y ait d'autres sons de cloche. On n'est pas en débat, on est en explication. Il faudrait peut-être qu'ils comprennent un peu la différence entre un plateau, au niveau d'un plateau. C'est pas un débat, c'est des explications. Nous faisons de la pédagogie parce qu'on est dans un pays où il y a suffisamment de désinformation. Et donc, si M. Aounoua a des contradicteurs, moi je suis preneur. Je l'ai toujours dit, je suis disponible. Il y a pas, c'est pas une affaire de on dit les mêmes choses. On a besoin, lorsque vous avez des gens qui répètent les mêmes choses, un peu des choses inexactes, et disent un certain nombre de trucs, il faut leur répéter également les mêmes choses pour établir la vérité. Donc voilà, on n'est pas consultant pour justement contacter tout le monde. On dit ce qui est. Monsieur Aouno, si vous voulez, allez chercher des contradicteurs. Moi, je suis disponible. Même s'il faut venir quand on vienne vous enregistrer à Dassa, on mettra les moyens qu'il faut pour pouvoir le faire, pour que justement il y ait de la contradiction. Donc, le troisième intervenant, donc par rapport au professeur Olo, non, si le professeur Olo donnait son avis sans faire la morale à ceux qui sont là, quand il dit que il y a un parlement monocolore, c'est quand même, alors la question que je me pose, est-ce que c'est le professeur qui parle ou c'est un homme, ou c'est un partisan, ou bien c'est un homme engagé. Parce que en droit public, il n'y a pas un parlement qu'on appelle monocolore. En démocratie, les élections étaient pluralistes, les élections étaient ouvertes à tous. Que tous n'aient pas participé aux élections, ça c'est d'autres situations. Ça. Il y a des choses qu'on a apprises, qui nous ont apprises et que nous-mêmes on a appris sur le terrain. Donc, il ne faut pas qu'on dise ces choses parce qu'aujourd'hui on est dans des situations données. Et moi, j'ai vu le professeur Olo agir. Je suis témoin de l'actualité politique depuis 35 ans, 40 ans dans notre pays aujourd'hui, donc excusez du peu. Donc je peux parler, je peux opiner là-dessus. Donc voilà, si ça perturbe certains téléspectateurs, je suis désolé, vraiment qu'ils m'excusent. Mais il faut qu'ils me trouvent des contradicteurs et je suis humblement prêt à le faire. Mais quant à dire pourquoi on répète les mêmes choses, on va le répéter aussi longtemps que les gens vont continuer à désinformer et à dire des inexactitudes, surtout prenant ombrage sur leur statut. Je pense que ça, il n'y a pas plus manipulation de l'opinion que cette manière de fonctionner. Très bien. François Xavier, non?
Oui, sur la même question. Bon, déjà, ça contrecarre un peu tout ce qui est la base de ce qui a fait on va dire, le dénominateur commun de ce front aujourd'hui. On est dans un pays quand même où des téléspectateurs peuvent appeler et donner leur son de cloche. Je pense quand même que pas parce qu'il est dithyrambique sur ce qu'il vit à Porto-Novo, mais encore une fois, et ce qui me tient à cœur, c'est que encore une fois, c'est peut-être une occasion manquée. L'essentiel a été absent du débat. Le premier qui a appelé a été très concret. Il a parlé il a fini peut-être sur une boutade. Il parlait des lampadaires, il parlait de la ville de Porto-Novo et j'ai oublié le terme qu'il a utilisé. Je pense qu'on le veuille ou non, et comme on le disait tout à l'heure également, les populations ne sont pas dupes. Je pense que parfois, dans Cotonou, le débat intramuros qu'on a ici à Cotonou fait croire qu'on représente la majorité, mais que ce soit les analphabètes, les gens comprennent très bien, ont l'habitude de ce qui se passe et comprennent très bien que leur intérêt n'est pas forcément celui d'une certaine classe politique. L'essentiel a manqué aujourd'hui. Et en parlant de démocratie, chacun a voix au chapitre, chacun peut se prononcer librement. La belle preuve. Hier, on a eu la résistance qui a été tonitruante. On a vu que ça s'est fini en queue de poisson. Aujourd'hui, on attend qu'à quelques mois des présidentielles, que les vrais débats soient lancés. Parce que avril n'est pas très loin. On dira, oui, il y a encore du temps, mais il n'y a pas du temps. Il n'y a pas assez de temps pour un projet sérieux. Et celui qui est là aujourd'hui a son bilan pour lui. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas. Il a son bilan pour lui. Et pendant que les autres sont en train de faire des litanies d'exigences, comme ils le disent, celui qui est en poste est dans le pays, à la rencontre des populations, sur le terrain. Et après, demain, il ne faudrait pas qu'on vienne dire que voilà, on a été pris au piège, on nous a exclus, ainsi de suite. Mais j'ai bien peur que la stratégie qui est en train de se déployer sous nos yeux aboutisse à la même rengaine. Mais comme ça a été le cas en 2019, j'ai plutôt l'impression que ça aura également la même finalité. Des parrainages sont retirés, des formulaires donc nominatifs de parrainage sont retirés déjà par les élus. Est-ce qu'avec la mise en place de ce front, pensez-vous que l'opposition ou les partis qui composent ce front sont disposés aujourd'hui à aller chercher les parrainages? François-Xavier Noumon. Oui, je pense que le président de la République a été clair. Le président de la République a été clair là-dessus. Lors de la première phase de sa tournée, il a dit à la face du Bénin et du monde que les prochaines élections seront une fête, qu'il n'y aura pas, étant patron de la majorité, qu'il n'y aura pas, en tout cas, de blocage à son niveau. Les élus sont libres de donner le parrainage à qui ils veulent. Des élus l'ont dit hier, des élus qui ont retiré leur parrainage l'ont professé hier. Il y a des opposants qui ont affirmé pouvoir aller à la quête des parrainages, les FCBE par exemple, Nadine Kokodé de encore, qui a sur nos plateaux ne se ferme aucune porte. Donc je pense qu'il faut que tout le monde puisse jouer le jeu pour que les prochaines élections présidentielles soient une véritable fête. Ceux qui ont les parrainages, ceux qui ont la capacité, l'autorisation, ceux qui sont en position de pouvoir donner les parrainages, l'ont encore redit depuis lundi, qu'ils sont prêts à apprécier chaque projet de société et pouvoir librement, en toute liberté, permettre à ceux qu'ils jugent capables d'aller en compétition, de le faire. Donc il n'y a pas de... Je pense que il y a ceux qui se sont regroupés aujourd'hui auraient tout à gagner à se mettre dans la course, désigner leur candidat pour que la compétition, qui est compétition effectivement. En tout cas, même sur les antennes de OCFM aujourd'hui, Lambert Gongonou, qui est quand même membre du Bloc républicain, qui est parti retirer justement son formulaire nominatif de parrainage, dit que lui, il est disposé à, pourquoi pas, parrainer un opposant si le projet de société l'intéressait. Et que, justement,
une ou deux personnes l'ont déjà approché. Et c'est différent du cas de Huibo, le député Huibo, qui personne ne l'a approché. Donc, de mieux en mieux quand même, Agapit Napoléon Maforika. Il n'y a même pas un problème. Il n'y a pas de problème. Vous avez dit tel proche de tel parti. Moi, je ne considère pas les parrains comme des militants. Je les considère comme des élus. Des élus. Donc, pour moi, c'est ma religion faite depuis longtemps. On a dit parrainage d'élus. C'est des élus. Et comme ça se fait en France. Donc, pour moi, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas du tout. Que les gens les approchent, tant mieux. Qu'ils ne les approchent pas, tant pis. En fait, si les candidats ne les approchent pas, ils ne peuvent pas aller voir des candidats. Le parrain n'est pas appelé à aller voir un candidat. Ils ne sont pas tenus de parrainer. C'est-à-dire que si le parrain ne vient pas à vous, vous n'allez pas aller chercher. Donc, c'est le candidat qui doit aller chercher des parrainages. Donc, ils ne sont pas tenus. Si on ne vient pas à vous, il n'y a pas à se lamenter. Mais donc, au moment où le FCBE, les FCBE sont prêts, le parti FCBE est prêt, le parti MPL est prêt, des personnalités, vous avez dit Nadine Kokode, Yannick Dossou, Daniel Eda et autres, pour ne citer que ces trois, n'ont pas dit qu'ils n'ont pas cherché des parrainages. Donc, le problème ne se pose pas. Maintenant, il y a certains qui ont envie d'animer, peut-être ou de faire des shows, ou de se faire remarquer particulièrement, parce qu'ils pensent qu'ils sont déçus de nos tests, oui, qu'ils sont déçus de nos institutions, parce qu'ils pensent qu'ils sont plus illuminés que les autres. Mais bon, tant mieux, ils sont libres de toute façon. Mais après, il faudrait bien qu'ils s'en prennent à eux-mêmes et à ceux qui les encouragent. Pas plus que ça. Donc, en la matière, pour moi, je n'ai même pas de doute sur le fait qu'un élu est tenu de parrainer un projet de société. Normalement, le refus de parrainer devrait pouvoir être motivé. Parce que l'élu est il a un mandat du peuple. Il n'a pas un mandat politique et il n'a pas un mandat de son parti, mais c'est un mandat du peuple. Et donc, ne pas parrainer quelqu'un devrait pouvoir être motivé. Mais bon, notre loi n'a pas choisi ça. Mais pour moi, il est évident que si les gens ne les approchent pas, ce n'est pas à eux d'aller faire la cour aux gens. On a un téléspectateur, je crois, en ligne. Bonsoir. Bonsoir, cher téléspectateur. Je crois qu'il est parti. Vous pouvez toujours nous appeler. Nous avons encore quelques minutes. Sur cette même question. Cher téléspectateur, bonsoir. Bonsoir, cher téléspectateur. Vous êtes déjà en ligne. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Allô? Bonsoir. Allô? Nous vous recevons. Oui, bonsoir. Bon. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Allô? Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Allô? Oui. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Vous êtes déjà en ligne. Allez à votre occupation. Wessou Ignace. C'est Wessou Ignace. Ignace, vous nous appelez d'où? C'est Wessou Ignace. Monsieur Wessou Ignace. Vous nous appelez d'où? Allô? Oui, allez-y. Si vous nous écoutez, allez-y à votre préoccupation. On vous écoute. Je vous appelle depuis Fifadi. Très bien. Quelle est votre préoccupation? Cotonou. D'accord. Allez-y à votre préoccupation. Ignace, je crois qu'il a vraiment de difficultés à nous recevoir. Diminuez toujours le poste de votre récepteur, ou vous vous éloignez carrément. Vous allez... Ignace, vous êtes là, bonsoir. Allô? Comment vous appelez-vous, cher téléspectateur? Allô? Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Bonsoir. Ignace, allez-y à votre préoccupation. Oui, dites-nous tout, on vous écoute. Oui. Allô? La communication ne marche pas. Nous vous écoutons. Oui, bon. Allô? Nous vous écoutons, s'il vous plaît.
Bon, je crois que Ignace va devoir régler ces choses et nous rappeler parce que là, une deuxième tentative et puis on le reçoit toujours pas. Donc, Ignace, on va... Chers téléspectateurs. Allô? Bonsoir. Allô? Allô? Bon, je crois qu'on va demander à la régie de pouvoir couper Ignace pour permettre à d'autres téléspectateurs de nous appeler. Il va devoir nous rappeler, Ignace. Voilà. Ignace est tenace. Non, je voulais juste apporter, parce qu'il y a cette petite musique que une partie de la classe politique fait entendre depuis des mois pour décrédibiliser un peu cette question du parrainage. On a déjà dit que le parrainage, c'est un parrainage d'élus. Mais même quand vous sortez de chez nous, vous allez un peu en France. Il faut 500 parrainages pour les élus. Marine Le Pen, jusqu'à récemment, ne pouvait jamais se targuer d'avoir 500 élus. Elle n'en a jamais eu, son père n'en a jamais eu. Mais comment se fait-il qu'elle ait toujours eu le parrainage pour se présenter aux élections? Nicolas Dupont-Aignan, à part lui, à part son siège, il n'en a pas d'autres. Il a toujours les 500. Donc il a fallu quand même que des élus de la majorité, de droite ou de gauche, lui apportent leur parrainage pour qu'il puisse bien se présenter. Donc il n'y a rien d'inédit dans ce qui se passe, dans ce qui est dit, mis dans la loi et dans la configuration dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Je pense que c'est plutôt une fuite en avant de ne pas jouer le jeu et d'aller de façon sérieuse à la quête de ces parrainages. Bonsoir, chers téléspectateurs. Allô? Bonsoir. Bonsoir, chers téléspectateurs. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Oui, bonsoir. Oui, j'appelle du Nord. Nous vous recevons de loin, on pourrait le dire ainsi. Chers téléspectateurs, haussez un peu le ton. C'est tout simplement vous dire que ces partis démocrates, là, c'est des morts, ne les écoutez pas. Et je dis bravo à votre communauté à maison. Il n'a qu'à payer le coup de ne pas les écouter, ce que tu fais très bien. Bonne soirée. Nous avons des difficultés à vous entendre. Vous nous entendez? Je crois qu'il est parti. Il est parti. On a toujours quelques difficultés avec... Chers téléspectateurs, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir à vous. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? On m'appelle comme... Franck, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Mississippi. Allez-y à votre préoccupation. Bon, et c'est pour demander à votre consultant. Oui. Et la manière dont on a prolongé le mandat du président de la République, il est d'accord, il est content. Parce que notre constitution n'avait pas prévu ça. Et c'est à la base de la constitution qu'on a voté tout à l'heure. Pour être dites la vérité au peuple. Et pas bien expliquer aux gens de là. C'est noté votre question. Vous avez une autre question? Je crois que Franck est parti. Donc, Franck estime que le président Patrice Talon a prêté serment sur la Constitution et son mandat devrait donc prendre fin le 5 avril et qu'il ne comprend pas cette prorogation, selon lui. Oui, il a raison. Il a d'autant plus raison que les bruits actuels ne peuvent pas permettre une explication sereine parce que il y a ceux qui ont délibérément choisi de mettre l'accent sur cette disposition transitoire. Alors qu'ils savent bien que ça existe dans les faits. Quel est le problème? Effectivement, le président a prêté serment sur une constitution, mais une constitution qui entre-temps a été révisée. Ce n'est pas interdit. Si notre ami apprend la constitution, il n'a qu'à lire les articles 154, 155, et il verra que la constitution a prévu qu'elle peut être révisée, et quand on peut la réviser, la constitution même a prévu ce qu'on peut réviser, ce qu'on ne peut pas réviser. Après, les gens ont ajouté ce qu'ils veulent. Ça, c'est un autre problème. Mais la Constitution a prévu à ces articles 154, 155, ce qui peut être révisé et ce qui ne peut pas être révisé.
Ensuite, la révision nous a permis d'aller aux élections générales en 2026. Et donc, il faut aligner, il faut essayer de canaliser un certain nombre de choses. Les gens n'ont pas voulu toucher au mandat présidentiel. Donc, ils ont touché au mandat des élus locaux. Et donc, les élections qu'on a eues en cette année, au lieu de 5 ans, le mandat, alors que dans la Constitution, leur mandat est de 5 ans. Mais, ou dans le code électoral, leur mandat est de 5 ans. Mais, ces élus auront 6 ans, en part de disposition transitoire. Le président de la République aura ses 5 ans. Et les députés qui seront élus en 2023 auront 3 ans, au lieu de 5 ans. Toujours pas mesure transitoire. Alors, donc, l'ami a raison, parce qu'il y a des gens, des sachants qui pourraient mieux expliquer, qui devraient expliquer, et qui font partie de ceux qui font le bruit, parce que simplement pour eux, il faut noircir le système, il faut créer des... Oh, sinon, tu as l'absolu. Un président qui a pris fonction, qui dit, je veux un seul mandat, qui va s'appliquer à moi-même, et qui a proposé effectivement et a envoyé un projet de loi sur cette voie-là, et qui n'a pas été suivi par les députés, notamment ceux de l'opposition, qui ont rejeté le projet. On ne peut pas lui faire le procès de vouloir s'éterniser. Et si quelqu'un veut s'éterniser au pouvoir, ce n'est pas 45 jours. Ce n'est pas 45 jours. Et les 45 jours sont bien connus. Pourquoi? La première, l'élection a lieu le 11 avril. Alors, si le mandat finit et l'élection n'a pas lieu, à qui le président va remettre le pouvoir? Voilà la question. Donc, les constituants, donc le peuple qui a fait son amendement de la Constitution, le peuple représenté par ses élus parlementaires, a choisi donc que le chef d'État passe la main le 4e dimanche donc, du mois de mai. Voilà. Donc, ce n'est pas le président Talon qui ne finit pas son mandat. C'est que son mandat finit peut-être le 5 avril. Mais il est en place jusqu'au au moment où son successeur est élu et prête serment. Voilà, en fait, je pense que c'est 45 jours, hein, comme les 2 jours qui ont changé le mandat de Kérékou en 1996. Il a prêté serment le 4, il a repris le serment le 6, et donc du coup, son mandat, au lieu de finir le 3 à minuit, s'est terminé le 5 à minuit. Il a eu 2 jours de plus. Le pays ne s'est pas tombé, il ne s'est pas écroulé. Donc, comprenons que c'est pour le bien, c'est pour corriger, c'est pour partir sur de nouvelles bases que tout ça a lieu. Et ceux qui sont en train de dénoncer ces choses, ils savent bien que ça peut se faire, que ça se fait. C'est comme la limitation. Pourquoi personne ne se lamente pour dire, mais pourquoi il y a limitation d'âge? Pourquoi pas? Pourquoi c'est 40 ans? Pourquoi c'est pas 35 ans? Donc ces choses ont été introduites dans la loi parce que bon, les gens ont voulu à un moment donné. Et ça, c'est le rôle du peuple. Voilà, la constitution est élaborée par le peuple. Il peut le faire de manière directe quand c'est soumis au référendum ou de manière indirecte quand c'est fait au Parlement. Donc, et plus généralement, le Parlement ne fait que réviser. En fait, la constitution de départ, c'est toujours par référendum. Après, pour réviser la constitution, on peut le faire par voie parlementaire. Donc, et c'est ce qui est prévu chez nous. Voilà, donc j'espère que l'ami a compris, et s'il n'a pas compris, on peut toujours poursuivre le débat hors antenne. Très bien, merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maforican, consultant politique à ETL. Merci à vous, François-Xavier Noumon. Vous êtes chroniqueur, chers amis téléspectateurs. Merci à tous ceux qui nous ont appelés, Pascal de Dassa, Corneille de Gueffa. Et puis, bien évidemment, il y a également Franck qui nous appelait aussi. Ignace aussi nous a appelé. On n'a pas pu l'entendre par rapport à ses préoccupations. Ignace n'a pas pu donc nous livrer justement le contenu de ses préoccupations. Voilà, donc nous tendons vers la fin de ce plateau spécial. Je vais vous quand même laisser le soin de dire un dernier mot. Oui, je pense, comme je le disais au début, nous sommes, encore une fois, c'est peut-être malheureux de le dire, dans un scénario connu. Les acteurs ne sont peut-être pas les mêmes, encore que Eric Houndété, Valentin Aditi Houdé, par le professeur Yvon, mais nous sommes dans un scénario connu. Je pense que pour une fois, les hommes politiques devraient avoir un sursaut, on va dire patriotique, même si c'est trop, je ne sais pas si c'est trop leur demander, pour pouvoir mettre
les exigences qu'ils auraient légitimement, parce que nous sommes dans un système démocratique à l'endroit. Je pense que la Cour constitutionnelle vient de vider une bonne partie de ces revendications. Ils le savent tous. Certains sont, le professeur Ivor est prof d'université et enseigne cette matière, a enseigné cette matière toute sa vie. Les décisions de la Cour constitutionnelles sont sans recours. Donc il est d'une certaine rigueur républicaine de pouvoir surseoir à ces prétentions quand on sait très bien que ça peut crisper, ça pourrait crisper le débat politique, et quitte à dire après que voilà, les élections ne sont pas inclusives, et à mener, recréer encore une fois le climat de tension qu'on a eu lors des dernières élections législatives. Donc je pense que j'espère que d'ici là, disons, la retenue prévaudra et que véritablement les acteurs de l'opposition qui ambitionnent de façon légitime à proposer une alternative puissent aller mettre quelque chose sur la table et pour qu'on puisse aller dans un débat sérieux au bénéfice de toute la nation. Très bien, merci. Agapit Napoléon Afrocain, tout en concluant, vous nous direz quel avenir pour ce front pour la restauration de la démocratie? Avant de parler du fond, je voudrais, dans le cadre, aller dans le même sens que moi, en disant que, oui, les téléspectateurs, quand vous les écoutez, ouais, certains sont sincères, parce que, en fait, le débat les dépasse, c'est pas pour les minimiser, mais c'est que, lorsque vous êtes à un certain niveau et vous entendez certaines personnalités dire certaines choses, vous avez l'impression que ce qu'ils disent est pertinent, et c'est là que le côté vicieux de certaines interventions se retrouve. Parce que, justement, les gens jouent sur leur image, ils jouent sur un certain nombre de postulats, pour tromper, pour désinformer. Et c'est ça, pour tirer le drap de leur côté. La démocratie a des exigences. Et la première exigence de l'état de droit, c'est le respect de la loi. C'est dit dans notre constitution. Que les amis achètent la constitution et la lisent, et ils vont comprendre que l'une des premières exigences, c'est le respect de la loi. Et que la deuxième chose, que nul n'est au-dessus du peuple. Le peuple est le souverain et nul n'est au-dessus. Aucune personnalité, aucune association, aucun groupe professionnel, personne n'est au-dessus du peuple. Ça c'est dit dans notre constitution, article 3. Article 4 dit que c'est le peuple là. Comment il se présente, comment on le voit? On le voit de deux manières. Soit lorsqu'on fait un référendum, lorsqu'on soumet un sujet au choix populaire, donc on fait une élection, ce qu'on appelle le référendum, soit par les représentants élus. Et donc, les représentants élus, c'est ceux qui sont à l'Assemblée nationale et c'est ceux qui sont dans les assemblées locales, les communes. Donc, voilà un peu ce que notre constitution dit et que chacun doit respecter ces choses-là. Mais après, bon, quand les gens jouent des jeux, mais de pas aller aux élections, après ils vont vous dire Parlement monocolore, il faut tout reprendre, il faut aller aux assises nationales. Ces choses-là n'existent pas dans le débat démocratique. Et donc, ce qui est important, c'est la pédagogie. On doit répéter les choses pour empêcher certains de tirer les draps de leur côté et de rendre le débat clivant. Il faudrait expliquer. Donc on expliquera aussi longtemps que possible et de manière aussi répétitive que possible pour que il ne continue pas d'aller sur ce terrain-là. C'est justement dans cette logique que moi, si j'ai un petit conseil à donner, ça serait peut-être prétentieux, puis ils savent de quoi ils parlent, c'est qu'ils aillent chercher leur parrainage. C'est tant qu'ils ont envie d'aller aux élections. Le professeur Ivor, ça fait déjà près de 6 mois qu'il se promène dans le pays. Donc c'est l'occasion pour lui d'aller quérir. S'il peut déjà faire le tour du Bénin et d'aller parler avec la population, pourquoi ne pas aller vers les élus pour demander son parrainage? Est-ce que quelqu'un lui a opposé un non déjà? Mais alors si on dénigre déjà ceux qui doivent donner le parrainage, et après on leur dit donnez-moi un parrainage, personne ne donnera. Je ne sais pas si nos téléspectateurs, il y en aura qui le feraient. Si on vous dénigre, on vous injurie, on vous voit hégémonie, après on dit donnez-moi un parrainage, est-ce que vous pouvez le faire? Donc, c'est des élus, c'est vrai, mais il faut encore qu'on leur doit le respect qu'ils méritent en tant qu'élus. Voilà, donc c'est pas parce que je suis élu que vous devez, on doit tout subir. C'est important ça. Quel avenir pour le front? Le front n'existe pas selon moi. Ça, il n'y a pas dans notre arsenal, dans les chats de ces trucs n'existe pas. Donc chacun est libre. C'est comme si vous sortez maintenant pour dire j'ai créé un cercle, j'ai créé un forum, vous êtes libre. Vous pouvez le faire avec votre famille, vous pouvez le faire avec vos amis, vous pouvez le faire seul. Et bon voilà, tant que c'est ça la liberté, c'est ça l'expression de votre liberté. Et c'est montrer une preuve de plus qu'il y a la démocratie. Donc le front va exister aussi longtemps que ces hériteurs n'auront pas autre chose à faire que de rester là à dénoncer l'évidence. Et pendant ce temps, je suis sûr que certains auront leur récépissé
et que... Vous voulez parler des parrainages? Certains ont leur parrainage et qu'ils seront candidats et qu'on aura le choix entre plusieurs projets de société, que l'élection présidentielle sera une belle fête. Voilà. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapite Napoléon Maforican, consultant politique à ETL. François-Xavier Noumon, merci également. Chronique, chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. C'était votre plateau spécial. Merci, agréable suite de soirée à chacun et à tous.